Nous allons commencer. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Un pas de géant dans la compréhension et le traitement de la dystrophie myotonique de type 1. Alors, nous avons ce webinaire aujourd'hui et c'est un grand plaisir puisque c'est la journée internationale de la sensibilisation à la dystrophie myotonique. Alors, je présente les docteurs Dumont, Duchesne qui vont présenter leur travail. Ce sont des résultats très récents. On les a vus dans les médias récemment et il y a des patients et des membres de famille de patients qui ont vu vos résultats, les résultats de votre recherche. Ils ont communiqué avec nous à l'hôpital Sainte-Justine. J'aimerais également vous remercier d'être avec nous. Vous êtes des chercheurs exceptionnels. Vous avez commencé la recherche dès le début de votre carrière et vous avez aussi contribué au réseau des maladies neuromusculaires. Avant de commencer, j'aimerais faire part de quelques commentaires qui viennent du docteur Gagnon. Quand on a fait la promotion de ce webinaire, elle a fait un excellent travail. Elle vous a qualifié de duo exceptionnel qui l'a aidé à mieux comprendre sa recherche et la dystrophie myotonique et vous qualifie d'étoile montante de la recherche. Elle dit qu'il ne faut pas manquer ce webinaire et vous représentez la science translationnelle comme jamais. Alors, je vous passe la parole. Merci, merci pour cette présentation. Je suis Élise Duchesne, professeure agrégée et titulaire à l'Université d'enseignement en physiothérapie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis également membre de la recherche du groupe interdisciplinaire travaillant avec les troubles neuromusculaires dirigé par Cynthia Gagnon. C'est un plaisir pour moi que d'être ici aujourd'hui en cette journée spéciale pour parler de dystrophie myotonique. Et je vous présente mon collègue Nicolas Dumont. Alors, Nicolas, je vous laisse vous présenter. C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Nicolas Dumont, professeur agrégé à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Je travaille sur plusieurs troubles neuromusculaires au cours des dernières années et je m'intéresse de plus en plus à la dystrophie myotonique. C'est un plaisir que d'être ici aujourd'hui. Je travaille avec Élise. J'ai travaillé avec elle sur cet article qui a été publié récemment. Ça nous a permis de mieux comprendre le traitement de la dystrophie myotonique. Je vous laisse commencer, Lise, et je vais m'occuper de la seconde partie. Alors aujourd'hui, avant de vous parler des résultats récents, je vous dirais que nous avons un ordre du jour assez chargé. Le but du webinaire aujourd'hui est assez vaste. Alors, je vais donner la première partie de la présentation et Nicolas prendra le relais, mais n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route, Nicolas. Alors, je vais premièrement vous expliquer en quoi consiste la dystrophie myotonique de type 1. Je vais ensuite parler des thérapies qui existent ou qui s'en viennent. Nous allons parler aussi de l'environnement d'essais cliniques actuel pour la DM1. Ensuite, je vais faire un résumé de mon expertise et d'expertise de mon groupe et en quoi ça peut être combiné avec l'expertise de Nicolas en vue de créer de nouveaux traitements de la DM1. Et ensuite, Nicolas prendra le relais et nous expliquera quelle est l'importance des- de la formation du tissu musculaire squelettique, c'est-à-dire la myogenèse, dans la dystrophie myotonique de type 1. Il nous expliquera ce que sont les cellules sénescentes et leur lien avec la dystrophie myotonique de type 1. Il parlera de l'avenir de la recherche et le paysage actuel des essais cliniques, comme je l'ai dit. Alors, c'est le trouble neuromusculaire le plus courant chez les adultes au Canada et dans le monde, et c'est un trouble neuromusculaire autosomique dominant. C'est-à-dire que si la mère ou le père a la maladie, leur enfant a une chance sur deux d'avoir cette maladie également. Il y a également un phénomène qui s'appelle l'anticipation qui est présent dans cette maladie. Ce phénomène euh, est ainsi. Si la mère est responsable de la transmission de la maladie, le bébé qui naîtra a plus de chances d'avoir une forme grave de la maladie. Alors, ce phénomène est documenté, mais pas très bien compris pour l'instant. À propos de l'incidence de la maladie,
euh, entre une personne sur 2300 aux États-Unis. En fait, l'incidence c'est de une personne sur 2300 personnes aux États-Unis, ainsi qu'une personne sur 8000 à l'international, à l'extérieur des États-Unis. Alors, cette incidence est beaucoup plus élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. C'est la région où j'habite et où je travaille. Et l'incidence au Saguenay, Lac-Saint-Jean, est 16 fois plus élevée. Donc, une personne sur 500 habitants a la maladie. Et c'est causé par l'effet Founder. Alors, la DM1 est causée par des répétitions CTG dans le gène DMPK. Chez les personnes saines, vous voyez à l'écran une partie de ma diapo qui est en français. Alors, les personnes en santé ont entre 5 et 37 triplets CTG, répétitions de triplets CTG. C'est tout à fait normal. Mais si ce chiffre monte jusqu'à 50 répétitions ou davantage, c'est considéré comme une situation anormale et c'est ainsi qu'on diagnostique la maladie. Alors, ce chiffre peut augmenter à plus de 2000 répétitions. Malheureusement, il y a un lien léger à modéré entre ces chiffres et la gravité de la maladie. Donc, ce n'est pas toujours causé par l'ampleur plus grande de répétition CTG. Alors, l'autre facteur, c'est une pathologie assez complexe causée par le phénomène de l'anticipation que je viens de mentionner. Alors, plus précisément, penchons-nous sur la pathophysiologie. Cette expansion CTG du gène DMPK donne lieu à un ARN, une expansion de ARN CUG qui contribue à la répétition de CTG. Et cet ARN adopte une forme de faucille en forme d'épingle, ce qui donne lieu au développement d'une protéine importante, la protéine MBNL1, qui est une protéine AR, fusion ARN, qui donne lieu à une mauvaise séparation de l'ARN, ce qui donne lieu à une pathologie. Alors, notre classification phénotypique contient 5 catégories sont acceptées par le secteur à l'heure actuelle et elles sont basées sur l'expansion CTG et l'âge de l'apparition de la maladie. Alors, l'âge, en fait, un diagnostic tardif serait à 40 ans. Euh, et l'apparition chez les adultes, la forme la plus fréquente, implique un diagnostic entre les âges de 20 et 40 ans. L'apparition de la maladie en jeune âge, c'est entre 10 et 20 ans. Et l'apparition de la maladie à l'enfance sera diagnostiquée entre 1 mois et 10 ans. Et l'apparition, en fait, l'apparition congénitale, la forme la plus grave, aura un diagnostic entre la période néonatale et 1 mois d'âge. L'expérience de vie dépend des phénotypes et les phénotypes, la nature des phénotypes a une influence importante sur la gestion de la pathologie. Alors, la DME est une maladie multisystémique. Elle implique des troubles dans le système nerveux central, le système oculaire, respiratoire et cardiovasculaire, le système immunitaire et le système endocrinien, ainsi que le système gastro-intestinal, le système reproducteur et dans les muscles. Les muscles squelettiques sont gravement touchés et les faiblesses musculaires et l'atrophie musculaire sont parmi les caractéristiques cliniques de la DM1. Et ces symptômes, par exemple la faiblesse musculaire, sont un des principaux facteurs contributifs des limitations physiques. Et ces limitations physiques sont souvent d'ordre de mobilité. Et elles vont réduire ou affecter la participation sociale du patient atteint de DM1. Les enjeux.
musculosquelettiques ont une incidence négative sur la vie sociale et la vie normale d'une personne touchée par la DME. Alors, quelles sont les thérapies qui sont dans le pipeline des traitements, les thérapies qui s'en viennent? Alors, il s'agit ici d'une approche pharmacologique. Il y a plusieurs stratégies qui sont en cours d'essai en vue de traiter la DME. Alors, certaines stratégies ciblent le, l'action transcriptionnelle, d'autres euh, se penchent sur, oui, tentent de réduire la transcription d'ARN, d'autres portent sur l'inhibition en fait post-transcriptionnelle, d'autres consistent à faire des inhibitions d'autres ordres. Alors ici, j'ai fourni un résumé exact de ce qui se passe sur le terrain actuel en matière d'approche pharmacologique. On voit ici différentes étapes. Alors, il y a des études précliniques, phase 1, phase 2, phase 3, et ensuite la pharmacovigilance, donc des études de phase 4. Et on voit les résultats principaux qui viennent au jour grâce à ces études. Alors, alors, on se penche sur des phénomènes comme l'expansion d'ADN, l'information d'ARN, l'interaction entre l'ARN et certaines protéines, la scission alternative et d'autres facteurs plus près de la maladie comme la résistance à l'insuline, la douleur, des problèmes avec le système nerveux central et le vieillissement. On voit en bas la stratégie, ou les stratégies plutôt, qui sont utilisées. Certaines de ces stratégies sont reliées à l'usage de petites molécules, d'autres reposent sur la thérapie ou sur ou une thérapie par acide nucléique. D'autres portent sur l'ingénierie euh, du- transcriptionnelle et génétique. Et la Fondation de la dystrophie myotonique a publié plus tôt cette année un résumé de l'état d'avancement de ces solutions pharmacologiques. On voit ici les diverses phases des essais cliniques et pour chaque médicament, on voit les modalités utilisées ainsi que la cible médicamenteuse ou le mécanisme employé par le médicament. Je sais que la semaine dernière, à la réunion annuelle de la Fondation de la dystrophie myotonique, certaines de ces études cliniques ont présenté des résultats récents. Alors, je suis certaine que ce tableau sera mis à jour d'ici peu, mais je crois que c'est une bonne source à consulter pour connaître les développements. J'ai affiché le site web ici en bas. Il sera mis à jour d'ici peu. Vous pourrez ainsi consulter ces données. Alors, je viens de parler de quelques stratégies pour traiter la DMA, mais il y a aussi des efforts, beaucoup d'efforts qui sont investis dans la création d'études cliniques ou d'essais cliniques pour miser sur l'approche de du rétablissement, l'approche du rétablissement. Alors, je vais vous parler de quelques approches qui sont prises dans notre groupe de recherche sur l'approche du rétablissement qui peut être utilisée pour traiter la dystrophie myotonique de type 1. Je vais parler de deux études cliniques avec lesquelles on a travaillé au cours des 5 dernières années. Alors, ces études cliniques visent à évaluer les effets d'un programme d'entraînement en force de 12 semaines chez les hommes et chez les femmes atteints de dystrophie myotonique de type 1. Alors, dans ces deux études cliniques, les gens vont au gymnase 2 fois par semaine pendant 12 semaines. Et à chaque séance d'entraînement, ces sujets font 3 séries de 6 à 8 répétitions de 5 exercices des membres du bas du corps. Alors, l'entraînement en force a été supervisé par un physiothérapeute. Les sujets étaient évalués au début du programme d'entraînement, au milieu du programme d'entraînement et à la fin du programme d'entraînement
pour qu'on puisse connaître les effets de l'intervention sur eux. Ensuite, on a réévalué tous les participants 6 mois après le début du programme de formation, ainsi que 9 mois après le début de ce programme de formation, pour pouvoir évaluer la durabilité des gains euh, acquis après, grâce à l'intervention. Alors, à chaque fois, on évaluait la force musculaire, il y a un test fonctionnel, il y a un questionnaire d'autodéclaration, ainsi qu'une évaluation neuropsychologique. Et après le programme de formation, il y avait une biopsie musculaire qui était pratiquée sur les sujets. Alors, en fait, les résultats certains des résultats de la cohorte des hommes ont été publiés et ceux de la cohorte des femmes sont en cours d'élaboration. Dans la cohorte des hommes, on a pu montrer que ce programme avait, avait un impact positif sur la santé psychologique des sujets et avait des bienfaits physiques également sur leur état. Alors, les mécanismes sous-jacents de la réaction musculaire positive ont été étudiés pour qu'on puisse se pencher ensuite sur des médicaments à élaborer. Alors, voici un article qui a été publié sur cette cohorte d'hommes qui ont subi cet entraînement de 12 semaines. On a pu donc démontrer que cette formation corrigeait des défauts mitochondriaques ainsi que euh, augmentait la réaction du corps, en fait, et augmentait l'état du patient. Alors, comment peut-on aider les personnes atteintes de DME? Alors, j'aimerais résumer la façon dont mon expertise, celle de mon groupe, peut être combinée avec l'expertise de Nicolas. Alors, il y a un modèle qui est très intéressant qui nous permettrait d'élaborer de nouveaux traitements pour la maladie, c'est la recherche translationnelle. Ceci est en français, je suis certain que vous allez comprendre. Il y a deux façons de faire la recherche translationnelle. La première, c'est de commencer par le patient et aller jusqu'à la recherche fondamentale. L'autre façon, c'est de commencer par la recherche fondamentale et retourner vers le patient. Alors, mon groupe est très compétent dans la première méthode, selon moi. Alors, on commence par le patient et on se rend jusqu'à l'étude fondamentale. Un des éléments clés de cette réussite, c'est la forte incidence de la maladie que nous avons dans la région où nous travaillons, c'est-à-dire la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Par exemple, dans l'étude du programme d'entraînement, ce type de conception d'étude implique que les patients, sujets, doivent aller au gymnase 2 fois par semaine. Ils doivent vivre près d'un gymnase. C'est possible au Saguenay parce qu'il y a près de 500 patients qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres de la clinique ou des cliniques. Alors, c'est plus facile pour nous de mener ce type de projet de recherche. Il y a un autre élément très important, c'est que longtemps avant mon arrivée, je suis arrivé en 2012. Mais avant moi, des études très importantes ont été menées par la professeure Cynthia Gagnon. Elle a travaillé à l'élaboration de la plus grande étude nationale de l'histoire. D'histoire. Alors, elle a réuni 200 participants atteints de DM1 et elle voulait voir la progression de la maladie avec le temps. Alors, en suivant ce protocole très rigoureux, nous avons mené d'autres projets, mais pour chaque projet, nous avions les mêmes lignes directrices. Une de ces lignes directrices consiste à saisir les mesures de résultats reliées à la nature multisystémique de la maladie.
Alors, même si je travaille avec un programme d'entraînement en force, je dois toujours tenir compte du fait que ça peut avoir un effet sur le degré de fatigue du sujet, son degré d'apathie ou son hypersomnolence. Alors, on essaie de toujours utiliser le plus grand nombre de mesures de résultats possibles pour bien saisir tous les résultats et éléments d'une intervention ou de la progression de la maladie. Une autre ligne directrice importante implique de travailler avec les mesures de résultats validées. Alors, la docteure Gagnon est une chercheuse de renommée internationale et son protocole a été utilisé 4 fois pour la sélection et la validation des mesures des résultats en collaboration avec des experts internationaux sur les études sur la DM1. Alors, le protocole exige qu'on travaille avec des propriétés métrologiques standardisées. Alors, on doit travailler avec des outils valides et standardisés. Quand on travaille avec des outils, on doit élaborer des procédures normalisées et faire en sorte qu'elles soient suivies à la lettre par tous les professionnels qui s'en servent. Alors, nous avons récemment validé ces procédures. Nous les avons fait valider par notre équipe indisciplinaire et nous les avons utilisés avec une cohorte de plus de 120 patients neuromusculaires. Voici un exemple de procédure normalisée avec lesquelles nous travaillons. Il y a un autre élément d'une grande importance, et c'est très important pour la progression de la collaboration. À propos des données phénotypiques rigoureuses qui ont été recueillies, on a également recueilli des échantillons biologiques. Et depuis mon arrivée en 2012, on a commencé à recueillir à pratiquer des biopsies musculaires. Ça nous permet d'avoir un portrait plus complet du patient et de travailler de façon transitionnelle. Alors, voici la partie ou la méthode où nous sommes moins compétents, c'est-à-dire de commencer par la recherche fondamentale pour revenir vers le patient. Et nous croyons sincèrement que cette partie de la recherche translationnelle est très importante. C'est pourquoi nous devons collaborer. Et c'est ainsi que la collaboration avec Nicolas a commencé. Et je vous expliquerai euh, quel projet nous avons bâti ensemble. Mais il y a une chose qui est très importante ici, selon moi, dans ce type d'élaboration de nouveaux traitements, c'est qu'il faut être en mesure d'avoir le portrait global du participant, c'est-à-dire l'aspect fondamental combiné à l'aspect clinique. Nicolas est un ami à moi depuis 20 ans. Alors, facile pour nous de commencer cette collaboration. Mais je dois vous dire que je suis très chanceuse parce que Nicolas est un excellent chercheur. Il vient de remporter le prix du chercheur biomédical en début de carrière de l'année. Alors, j'ai la chance, l'énorme chance de travailler avec lui et le domaine de recherche a la chance de travailler avec lui aussi parce que son expérience se trouve en biologie musculaire. Alors, je suis très fier de travailler avec lui et maintenant, je vous cède la parole, Nicolas. Merci beaucoup, Élise. Merci pour cette très belle introduction et d'avoir donné une solide première moitié de présentation. Comme l'a dit Élise, on est amis de longue date et je vous demanderai de reculer en arrière d'une page. On voit clairement que on se connaît depuis longtemps. On voit même la télé en arrière. Ah, c'est pas un écran plat. Donc, cette photo nous montre que notre amitié euh, existe depuis longtemps. Alors, ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler ensemble et mon expertise
est différente de celle d'Élise. Alors maintenant, on est très content de pouvoir recommencer à travailler ensemble. Passons à la prochaine page. Alors, sur moi, il y a une chose qui était intéressante dans ce projet. Et quand Élise m'a sollicité il y a quelques années pour parler de la DME, on trouvait que ce serait intéressant de se pencher, on trouvait que ce serait important de se pencher davantage sur la recherche fondamentale. Et on était à Sainte-Justine, au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine. On avait un centre de recherche flambant neuf qui était équipé de nombreuses plateformes qui seraient très utiles pour faire la recherche fondamentale sur la maladie. On avait des outils pour faire du séquençage de cellules uniques, euh, du dépistage sanguin, la macroscopie, microscopie. Donc, on a de nombreux outils nécessaires pour aller plus loin dans la science dans ce domaine de recherche. C'est un peu ce qu'on a fait dans ce premier projet sur le DME. Alors, le point de mire de ce premier projet, c'était un peu l'idée d'Élise. C'est qu'on croyait que il y avait probablement un enjeu de régénération, de formation du tissu musculaire squelettique dans la dystrophie myotonique de type 1. Alors, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Alors, on a voulu creuser davantage la question. On s'est concentré sur les cellules souches musculaires importantes pour la régénération des cellules et de la croissance musculaire. Donc, lorsqu'il y a une blessure, ces cellules souches permettent de régénérer le muscle. Ils ont joué une fonction, en fait, ils ont un rôle très important. On voit une fibre musculaire responsable de la contraction, mais il y a de petites cellules souches au- en haut qui vont commencer à s'activer et on voit une séparation ici. Ça produit deux cellules souches qui se dupliquent. Ça devient quatre cellules souches, 8 et 16. Et lorsqu'il y a suffisamment de ces cellules, elles vont commencer à fusionner et à former de nouvelles fibres musculaires. Et ça, c'est la cause de la régénération musculaire. Et on s'est concentré là-dessus parce que c'est un phénomène qui joue un rôle dans la dystrophie myotonique. On a eu la chance d'avoir Élise avec nous et la biobanque qu'elle a créée au fil des ans. En quelques semaines, elle a pu recruter 10 patients ainsi que en fait, des contrôles des deux sexes et elle a réussi, par sa grande organisation, à recueillir des biopsies musculaires, des échantillons de tissu. Donc, c'est impressionnant de voir à quel point elle et son équipe et sa communauté sont impliqués dans cette recherche. Alors, on voulait tirer le plus grand parti de cette étude. Alors, on a coupé diverses sections de ces échantillons de muscles. On en a utilisé pour de la biologie moléculaire, d'autres pour des études en microscopie, d'autres échantillons utilisés pour isoler les cellules souches qu'on a pu utiliser dans de la culture in vitro pour faire diverses expériences. Prochaine page. La première chose qu'on a faite avec les cellules souches, c'était de faire un séquençage de cellules ARN. Alors, on s'est penché sur l'expression euh, génétique de chacune des cellules. En haut à gauche de l'écran, on voit les cellules en bleu. Ce sont des cellules de contrôle. Chaque point, c'est une cellule souche de patient de contrôle. Et en rouge, on a les cellules provenant des patients atteints de DMA. Et on peut analyser ces diverses populations. Ce qu'on voit, si on se penche sur les processus biologiques différencier entre les cellules des patients DME et des patients de contrôle, c'est qu'on a une signature très forte euh, de cellules sénescentes et immunitaires. Alors, les cellules sénescentes sont des cellules qui cessent de se régénérer. Donc, elles ne sont pas en mesure de se proliférer ou de contribuer à la régénération musculaire. Et une des conséquences de ce phénomène, c'est que les cellules sénescentes envoient un signal
inflammatoire aux cellules adjacentes, qui peut avoir un effet sur l'ensemble du système. Et cette signature, en fait, si on s'y penche, on voit qu'elle est reliée à une petite population de cellules. Si on clique encore aussi, on voit ici dans le cercle rouge une sous-population de cellules qui exprime une signature immunitaire forte qui contient beaucoup de cytokines et des facteurs très caractéristiques de des cellules sénescentes ou de la sénescence des cellules. Prochaine page. On voit ici, on voulait s'assurer que c'était des cellules sénescentes, de vraies cellules sénescentes. Alors, on a fait plus d'analyses sur les différentes cellules. Alors, voici les seules cellules des patients atteints de d'EDEMA. Lorsqu'on fait des analyses biométriques, on voit qu'il y a différentes grappes de cellules. Donc, des cellules avec une signature génétique différente. On a comparé cette signature à ce qui a été publié par d'autres groupes dans le domaine à propos des cellules sénescentes. Et ce qu'on voit sur le graphique euh, de chaleur, c'est qu'il y a des groupes qui n'ont aucune cellule sénescente et en bleu. Donc, il n'y a pas de signe de sénescence cellulaire. Et d'autres groupes qui ont des niveaux élevés de sénescence cellulaire. Le groupe en rouge à droite, qui exprime des gènes, ces gènes euh, dans ce processus biologique. Il y a un groupe qui présente des signes de sénescence cellulaire, mais ce n'est pas, mais pas d'expression élevée de cytokines. Alors, on a commencé à nommer ces groupes. On a nommé les groupes en fonction du degré de sénescence cellulaire en vert. On a les cellules non sénescentes, les cellules en santé, dont le profil transcriptionnel a l'air normal. Celles qui sont en jaune ou or sont précocement sénescentes. Elles présentent certains signes de sénescence précoce. Et en mauve, nous avons les cellules avec un profil sénescent élevé. Alors, nous avons ensuite décidé de creuser plus avant pour comprendre les contributions de ces cellules sénescentes à la dystrophie myotonique de type 1. Alors, la première chose à retenir dans la sénescence cellulaire, c'est que l'état des cellules, lorsqu'elles sont soumises à un stress, ça peut être un stress provenant d'irradiation, un stress physique, le vieillissement. Il y a divers types de stress euh, d'ordre chimique, médicamenteuse, qui peuvent causer ce genre de stress. Et ça donne lieu à des dommages sur les cellules qui vont cesser de se régénérer, qui vont devenir sénescentes. Et ces cellules sénescentes vont envoyer des signaux aux cellules adjacentes pour dire, bon, je suis sous un stress, j'ai besoin que le cellule immunitaire dégage ces cellules. Mais ces signaux vont affecter les cellules adjacentes, ce qui peut faire que ces cellules saines soient défectueuses également, qu'elles envoient elles-mêmes des signaux d'alerte, ce qu'on appelle le SASP, la production de SASP, et ça a un effet sur l'ensemble du système à la fin. Alors, on continue de se pencher sur la sénescence cellulaire chez les patients de DM1. On a une signature transcriptionnelle qui nous disait qu'il y avait une signature sénescente, mais on voulait s'assurer que c'était bien le cas. Alors, on a effectué plusieurs marquages avec des marqueurs différents. Un des classiques, c'est que la cellule, cell- que les cellules sénescentes observées in vitro par S égale une expression P16 et qui présentait une prolifération réduite. Il y avait également des, euh, des, des cellules sénescentes de type P16 et P18. Et on voit que la prolifération du groupe DM1 en rouge affichait une courbe plus faible que les groupes de contrôle. Donc, ça montre des signes de sénescence cellulaire lorsque les cellules sont dans un creux. Il y a une différence entre avoir des cellules sénescentes dans un creux et d'avoir des cellules sénescentes dans un muscle. On voulait s'assurer
que ce n'était pas qu'un artefact in vitro, qu'on pourrait également retrouver in vivo. Alors, on a effectué des biopsies, on avait des biopsies musculaires, on a fait des études sur ces échantillons avec la microscopie, on a utilisé des marqueurs, on s'est rendu compte que ces cellules exprimaient également dans le muscle, ces cellules sénescentes, qui avaient des marqueurs de sénescentes, dont P16, l'expression P16 et l'expression d'ARN présentaient une augmentation de l'expression P16 et P21 dans ce groupe également. Alors, il y a une augmentation des signes sénescents dans les muscles également. On voulait voir s'il y avait une corrélation directe. Qu'est-ce qui cause la sénescence cellulaire chez les patients DM1? Parce que dans d'autres maladies comme le cancer, l'irradiation, l'usage de d'autres médicaments, on sait qu'est-ce qui peut causer la sénescence cellulaire. Mais dans le cas de DM1, notre hypothèse, c'était que ce serait causé par l'accumulation d'ARN toxique dans les cellules, ce qui causerait la sénescence cellulaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a compté le nombre de fossiles ARN dans les cellules. Lorsqu'ils s'accumulaient, ça formait des petits points rouges qu'on voit ici à l'écran. Et on a comparé le nombre de fossiles et cellules sénescents par rapport aux cellules non sénescentes. Alors, on voit ici qu'il y a une plus grande accumulation de fossiles d'ARN dans les cellules sénescentes, ce qui indiquerait que plus il y a de toxicité d'ARN qui s'accumule dans la cellule, plus elle risque de devenir sénescente. Alors, ça serait la cause de la sénescence cellulaire chez les patients atteints de DM1. Le principal effet de la sénescence cellulaire, outre le fait que les cellules cessent de proliférer, c'est qu'elles expriment beaucoup de cytokines dans l'environnement, ce qu'on appelle le SASP, le SASP. Alors, ça peut avoir un effet dans la DM1. On voulait savoir si ça pouvait être le cas. On a fait des expériences où on a pris un médium de culture, des cellules de contrôle et des cellules de DM1. On a mis ce médium sur des cellules saines pour voir ce qui se produirait. Ce qui est arrivé, c'est que dès qu'on met un médium de DM1 sur des cellules saines, les cellules prolifèrent beaucoup moins efficacement et elles se différencient aussi beaucoup moins efficacement. Alors, il y a quelque chose qui est sécrété par les cellules qui va dans l'environnement qui empêche la myogenèse des autres cellules adjacentes. Alors, c'est un signe classique de SASP qui a un effet sur les cellules adjacentes. Ce qui était bien avec notre collaboration avec Elise, c'était non seulement qu'on se penchait davantage sur les éléments fondamentaux, le SASP, les biomarqueurs, mais qu'on pourrait retourner vers les patients. Et quand elle nous a dit qu'elle avait créé une cohorte immense et qu'il suivait avec le temps et prenait nos divers résultats à différents moments de façon très standardisée et qu'ils appliquaient dans son étude avec ses patients. C'était très utile pour le projet parce qu'on a pu voir que les constatations qu'on avait faites sur les cellules pouvaient être traduites et appliquées aux patients. Et une des choses que Élise avait fait dans le passé, c'était de recueillir des échantillons sanguins de ses patients, de plus de 100 patients, ce qui est tout à fait exceptionnel et elle a effectué des tests physiques sur ces mêmes patients. La force physique, l'endurance physique des membres du haut du corps, du bas du corps, ainsi que d'autres tests. Alors, ce que ça nous permet de faire, c'est de retourner en arrière, voir si les marqueurs qu'on avait trouvés, les marqueurs inflammatoires, surtout dans le SASP, si on peut s'en servir comme biomarqueur pour vérifier si c'était corrélé à la force musculaire chez les patients. Et un des marqueurs qui existe dans notre ensemble de données, c'est Intelligent 6, IL6, une cytokine inflammatoire très connue, qui est très connue pour son expression dans les cellules, dans les SASP. Alors, on a regardé la corrélation entre IL6 et la force musculaire du patient et on a trouvé une corrélation négative. Alors, on voit ici pour les muscles du bas du corps, la force musculaire des chevilles, des hanches, des genoux. Plus l'IL6 est élevé,
moins le muscle du patient est fort. Ça, c'est pour les membres du bas du corps, mais on a fait la même étude avec les bras du haut du corps. On a eu les mêmes résultats avec les tests fonctionnels. Alors, c'est une signature très forte de IL6, mais avec d'autres marqueurs comme TNFR qui ne sont pas parmi nos ensembles de données. On n'a trouvé aucune relation entre leur présence et la force musculaire du patient. Alors, quel est l'avenir de la recherche sur la dystrophie myotonique? Eh bien, nous voulons identifier de nouveaux mécanismes de maladie, mais on veut savoir si on peut s'en servir pour élaborer des thérapies potentielles contre la DME. Alors, la première étape, c'est c'est de se pencher sur ces enjeux. Et au cours des dernières années, heureusement, différents médicaments ont été utilisés ou créés pour cibler les cellules sénescentes. On les appelle les sénolytiques. Alors, ce sont des médicaments qui visent à éliminer les cellules sénescentes pour qu'on ait que des cellules saines. Il y a plusieurs approches qui ciblent différents points d'entrée, différents médicaments qui vont cibler les itinéraires BCL ou autres. Ce sont des itinéraires de survie importants pour maintenir les cellules sénescentes en mode zombie pour qu'elles ne meurent pas, mais qu'elles ne puissent pas contribuer à faire leurs méfaits. Alors, ces médicaments tentent de cibler ces points d'entrée pour tuer les cellules sénescentes. On ne savait pas exactement quel composant serait utile parce que l'efficacité euh, de- des sénolytiques varie en fonction des stresseurs et du type de cellule. On essaie d'en faire des dépistages pour voir ce qui fonctionne le mieux. Voici dans le graphique, on voit l'efficacité des médicaments sur les cellules de contrôle, les cellules DM1. Et en fait, la plupart de ces médicaments sont toxiques pour les cellules de contrôle, les cellules DME. Donc, elles ne sont pas en mesure d'éliminer précisément les cellules sénescentes. Elles semblent simplement cibler toutes les cellules, tous les types de cellules. Mais si on clique, on verra qu'on a trouvé un composant principal à 11,55,4,6,3. C'est un nom compliqué, mais c'est un inhibiteur de VCLX. Et on voit dans ce graphique de BCLX, un inhibiteur de BCLX. On voit dans ce graphique que ce médicament élimine les cellules sénescentes DM1 sans avoir d'impact sur les cellules saines. Alors, il semble s'attaquer spécifiquement aux cellules sénescentes DM1. Et ça montre que l'itinéraire BCL en fait, ces résultats nous montrent une corrélation entre ce médicament et euh, la disparition des cellules sénescentes. Et quand on a confirmé que ça éliminait les cellules sénescentes, en fait, c'est ce qu'on voulait confirmer, on a, euh, on a constaté que le traitement retire les cellules sénescentes. Et ce qui est plus important à noter, c'est si on mesure toutes les cytokines différentes exprimées par les cellules sénescentes, on voit que les sénolytiques utilisés réduisent toutes les cytokines relevés dans nos ensembles cellulaires. Donc, non seulement on a enlevé les cellules sénescentes, mais on a enlevé les SASP, ce qui peut aider à rétablir une myogenèse normale. Et c'est ce qu'on a fait à la dernière étape, c'était de voir si on pouvait rétablir la fonction normale des cellules souches après le traitement. Alors, on a traité les cellules DM1 et de contrôle avec des sénolytiques. Et on a vu que quand on traite ces cellules avec ces sénolytiques, elles rétablissent leur capacité de proliférer, ce qui est indiqué par les marqueurs K1, KIC7. Et on voit que les marqueurs exprimés par différentes cellules myogéniques répondaient de la même façon. Alors, on enlève toutes les cellules sénescentes, on enlève les SASP et les autres cellules saines qui restent peuvent, en fait, se sentent mieux et elles recommencent à proliférer et à mieux fonctionner. Alors, c'est une grande histoire, mais tout est arrivé au bon moment avec les bonnes personnes.
Alors, on voit ici sur cet échéancier ou cette ligne de temps, on a exécuté le projet sur 4 ans, c'est-à-dire du moment où on a eu l'idée de réaliser le projet jusqu'à la publication des résultats. Et en recherche, en fait, c'est assez rapide. C'est un court échéancier, c'est-à-dire d'avoir l'idée d'un projet, c'est-à-dire, bon, vous devriez vous pencher sur la DMA, c'est intéressant, et avoir les approbations, avoir le financement, parce qu'il faut de financement pour lancer les essais, il faut recruter les patients, ce qui a été fait très rapidement. Ensuite, il faut obtenir les échantillons, recruter les étudiants, ce qui a été beaucoup de travail, qui a été fait par Tanita Kante, qui a fait un excellent travail, et Inès Mactari, qui nous a aidé grandement avec ce projet. Tout ça a été co-supervisé par Élise et moi-même. Alors, l'interaction au sein du groupe était excellente et malgré la COVID qui faisait rage, les étudiants travaillaient très fort pour qu'on puisse obtenir des données préliminaires, obtenir plus de financement, pour qu'on puisse continuer à travailler et faire progresser le projet euh, pour que en quelques années, on puisse publier l'article et les résultats dans Nature Communications. Alors, ce qui est très intéressant dans ce projet, cette collaboration surtout, c'est que dans mon laboratoire en général, on passe du fondamental à la clinique. Et au contraire, Elise en fait, elle fait le contraire. Alors, nous, on passe de la biologie cellulaire, on passe à du dépistage de médicaments, de la médecine personnalisée ensuite, on travaille sur des modèles de souris avec la maladie. Ensuite, on passe à l'essai clinique. Mais dans ce projet, on a fait les choses à l'envers. Ça a commencé avec les patients, avec l'idée qu'il y avait un déficit. On avait des échantillons de patients et on voulait passer à la biologie élémentaire. Et ensuite, on retournait vers le patient. Alors, on trouvait cette signature inflammatoire et on s'est dit, bon, d'accord, peut-être que ça a une importance dans le contexte clinique. Alors, on est retourné vers le patient pour tenter d'utiliser ça en tant que biomarqueur de la maladie, alors, pour qu'on sache que c'était euh, pertinent dans ce phénomène de la maladie. Alors, on fait cet aller-retour entre la biologie fondamentale et la biologie clinique. Et ce qui est excellent dans ce projet, c'est que ce n'est que le commencement. On a beaucoup plus de choses à découvrir, mais on a appris beaucoup de choses. Plus on en sait, plus c'est facile de nous pencher sur diverses thérapies, découvrir de nouvelles choses. Alors, on a vraiment jeté les bases d'un programme de recherche plus complet sur la DM1. Ça nous a permis d'obtenir du financement important de diverses agences, y compris AFM Téléthon en France et l'IRSC au Canada, pour qu'on puisse continuer ses études et ce projet de recherche. Et ça nous a également permis de créer des ensembles de données de haute qualité. Donc, grâce aux échantillons de muscles caractérisés, des données de divers groupes sur des patients, grâce à tout ça, on peut maintenant analyser euh, les choses au niveau protéomique, transcriptionnel, et on croit que tout ça sera très utile pour ce domaine de recherche. Ces ensembles de données seront utilisés par d'autres. Ça nous permettra de mieux connaître cette maladie. Et ça nous a aussi permis de réseauter, de créer des partenariats, ce qui nous a permis à passer, enfin, ce qui nous permettra de passer à des études cliniques plus poussées. Alors, je crois que c'est à peu près tout. On voit ici toutes les personnes impliquées dans ce projet. Voici mon groupe, le groupe d'Élise, tous les collaborateurs. Alors, c'est un effort d'équipe monumental. Ce sont de grands projets et je suis très reconnaissant envers toute l'équipe de ce projet. Merveilleux. Et c'est maintenant la période de questions. Je ne mettrai jamais assez l'accent sur le fait que c'est envoûtant de voir toute cette collaboration, ce potentiel en cette journée internationale de la dystrophie myotonique. Un commentaire qui revient dans le clavardage.
et on en a parlé avec le titre du webinaire, c'est ce qui était dans les médias également. C'est un pas de géant pour la recherche sur la DME. Mais sommes-nous près d'un médicament qui passerait à l'étude clinique ou sommes-nous prêts de pouvoir fournir un médicament aux patients? Élise, voulez-vous commencer? Oui, c'est une bonne question. Je peux y répondre partiellement. Un élément essentiel dans notre travail, c'est qu'on a découvert un nouveau mécanisme d'action. Alors ça, c'est c'est assez nouveau. Alors, évidemment, pour la COVID, ça a été très rapide d'élaborer un vaccin, mais dans notre cas, ça a été rapide, moins rapide que la COVID, mais en général, les choses prennent plus de temps à élaborer des médicaments. Et aussi, les sénolytiques sont déjà utilisés pour traiter d'autres maladies. C'est pourquoi ça peut être une solution thérapeutique très prometteuse pour la DME. Mais c'est très difficile d'avancer des prédictions pour l'instant parce qu'il faut passer par différentes étapes avant de mettre à disposition de la population un médicament. Par exemple, on a évalué les tissus musculaires squelettiques, mais on doit savoir si les sénolytiques sont toxiques pour d'autres systèmes humains. Alors, on doit recueillir beaucoup de données pour mieux connaître la pharmacodynamique du médicament et déterminer si les sénolytiques, les médicaments sénolytiques euh, sont sécuritaires. Ce qui est intéressant avec les sénolytiques, c'est qu'il y a d'autres groupes qui ont obtenu à peu près les mêmes résultats que nous. Alors, une chose importante dans la science, c'est la reproductibilité des résultats. Donc, des groupes différents valident que ce soit une bonne approche. En fait, il y a deux autres groupes qui ont obtenu les mêmes résultats que nous en utilisant des modèles différents. Alors, ça montre vraiment que la sénescence cellulaire, c'est le facteur ou l'enjeu principal qui a un effet sur la progression de la maladie. Alors ça pourrait accélérer les découvertes. Et comme le dit Elise, on peut réutiliser des médicaments qui sont déjà en essai clinique pour traiter d'autres maladies. Ça peut accélérer le processus. Mais en bout de ligne, ça peut être une catégorie de médicaments qui serait possible à utiliser en combinaison avec d'autres médicaments qui sont déjà à l'étape de l'essai clinique ou qui pourraient éventuellement être utilisés avec d'autres patients parce que euh, ce sont peut-être des médicaments qui ciblent qui passent par d'autres itinéraires pour traiter le patient. Alors, on peut utiliser ces médicaments en combinaison pour améliorer les essais cliniques et l'effet clinique. Mais à l'heure actuelle, on est à l'étape de la validation sur des animaux. Alors, on espère que ça va bien se produire dans ce contexte in vivo. Une autre question. Est-ce qu'il y a eu une surrégulation des cellules satellites dans la myogenèse? Chez les patients, il faudrait que je me repenche sur les données. Chez les patients qu'on a vus, je crois qu'il y a une baisse de la régulation dans les modèles de souris. Je ne sais pas si on l'a mesuré chez l'humain, le nombre de cellules souches musculaires par muscle. Est-ce que vous avez fait ça, Élise? Oui, je l'ai fait sur un autre projet. Ce qu'on a constaté, c'est que la proportion de cellules positives est de 2 à 5 %. Les chiffres augmentent. Mais chez les DM1, ça augmente à 15 à 20 %. Alors, les chiffres augmentent, mais on ne s'est pas penché sur la fonction de cette augmentation pour l'instant. Alors oui, la réponse, c'est oui, les chiffres augmentent. C'est peut-être parce que c'est activé ou lorsqu'elles deviennent sénescentes, elles activent les tissus. Alors, ce serait important de se pencher sur ce phénomène. Croyez-vous que la surrégulation de IL-6 est causée par le SASP ou est-ce que ce serait une inflammation chronique et systémique causée par l'activité? Peut-être un peu les deux. IL-6 est un marqueur classique du SASP. On se penche sur
sur l'IL-6 par diverses études, dans des poissons notamment, pour voir ce qui augmente l'IL-6. Mais les cellules souches musculaires, euh, est-ce que ce sont elles la cause? On ne sait pas encore. Aussi, la sénescence cellulaire touche probablement d'autres tissus parce que les autres systèmes sont touchés. Donc, ça peut provenir d'autres cellules sénescentes et d'autres tissus du corps. Alors, ça peut venir de plusieurs sources. Comme l'a dit Élise, c'est une maladie multisystémique. Elle touche à de nombreux systèmes. Et on est à la recherche translationnelle précoce. Mais est-ce que cette maladie ou ce genre de médicament peut avoir un impact sur l'apathie ou la somnolence diurne? Mais quelles sont vos perspectives sur les impacts de la dystrophie myotonique sur le corps? Oui, c'est une bonne question. On travaille sur les muscles. Donc, il y a un effet clair de la DME sur les muscles. Alors, c'est bon à savoir. Mais pour les patients, peut-être que leur grande doléance, c'est la somnolence ou autre. Alors, il faut tenir compte de ça. Alors, dans le contexte de notre découverte, ces médicaments peuvent avoir un effet neurosystémique. Alors, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut tenir compte du fait que le meilleur médicament sera probablement utilisé en combinaison avec d'autres médicaments ou avec un changement de mode de vie, comme l'augmentation de l'exercice, par exemple. Alors, je crois que le monde pharmacologique n'est pas prêt à aller dans cette direction, mais les études montrent que, par exemple, l'entraînement musculaire a eu des effets bénéfiques sur euh, l'aspect cognitif et l'aspect physique. Alors, tenant compte de ça, je crois que les entreprises pharmacologiques voudront envisager ce type d'option. Nous allons répondre à une dernière question qui a été posée plusieurs fois. Comment peut-on s'impliquer ou faire don de nos propres cellules ou participer à cette étude lorsqu'elle sortira du modèle animal, par exemple? Eh bien, si vous voulez participer, voici le processus d'éthique. Alors, je ne peux que travailler avec des personnes qui sont des membres de en fait, qui sont membres de nos cliniques neuromusculaires à l'hôpital. Mais il y a beaucoup de médecins qui travaillent avec des patients en tête de DM1. Alors, vous devez dire à votre médecin que vous voulez participer. Et je ne veux pas vous mettre sous les feux de la rampe, Omira, mais peut-être que Dystrophie musculaire Canada ou d'autres organismes peuvent aider les participants à déterminer quels cliniciens sont impliqués dans la recherche. Et évidemment, on a, on est prêt à former des médecins pour qu'ils fassent des biopsies musculaires ou des prises d'échantillons ou autres. Et sachez que au Canada, tous les participants se portant volontaires pour participer à une étude peuvent le faire dans leur propre hôpital. Excellent. Alors, merci à vous deux pour cette présentation très claire et bien présentée. C'est un excellent moyen de souligner la Journée internationale de la dystrophie myotonique. Alors, merci à tous et à toutes de votre participation. Excellente journée. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.